Bonjour, mesdames, messieurs. Ce jour, nous allons vous présenter le séminaire sur les codes et principes humanitaires fondamentaux. Ce séminaire va s'articuler en 4 parties. La première partie présentera les statuts et règlements et les principales politiques du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La deuxième partie va exposer les normes de conduite onusiennes, notamment en ce qui concerne l'exploitation et les abus sexuels et les mesures prises à cet égard. La troisième partie portera sur la charte humanitaire sphère et les autres normes et principes humanitaires régissant les opérations de secours. La quatrième partie sera consacrée naturellement aux cas pratiques, mais que vous verrez plus tard. Donc, dans les 3 parties que nous allons présenter aujourd'hui, la première partie donc porte sur les statuts et règlements politiques du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le premier chapitre porte sur les statuts et règlements. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que souvent on confond avec le CICR, parce que ce n'est pas la même structure, il y a donc dans ce mouvement le Comité international de la Croix-Rouge, puis la Fédération internationale de la Croix-Rouge et les sociétés nationales de Croix-Rouge. Donc le mouvement international de la Croix-Rouge, je disais, est régi par de nombreux textes juridiques dont l'appropriation est une exigence pour tout juriste souhaitant développer une expertise auprès de ce mouvement. Dans le cadre de ce séminaire, nous n'aborderons pas toutes les résolutions et déclarations du mouvement international de la Croix-Rouge. Chapitre 1, statut et règlement. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, donc qui comprend le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et les sociétés nationales de Croix-Rouge. Ce mouvement est régi par de nombreux textes juridiques dont l'appropriation est une exigence pour tout juriste souhaitant développer une expertise auprès de nous. Dans le cadre de ce séminaire, nous n'aborderons pas toutes les résolutions et déclarations du mouvement international de la Croix-Rouge parce que ce serait trop fastidieux. Il s'agit ici de se donner un aperçu critique des principes de base qui gouvernent et qui régulent l'action du mouvement international de la Croix-Rouge. Il s'agit principalement de l'accord de Séville sur l'organisation des activités internationales des composantes du mouvement, des principes et règles de secours lors des catastrophes, des principes fondamentaux du mouvement, des principes relatifs aux relations entre le mouvement international de la Croix-Rouge et les acteurs externes, et puis les stratégies et plans d'action du mouvement international de la Croix-Rouge. L'accord de Séville, c'est un texte important. Cet accord date du 26 novembre 1997. Il remplace celui de 1989 entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Cet accord s'applique aux activités internationales du mouvement international de la Croix-Rouge, tel que défini aux articles 3, 5 et 6 des statuts du mouvement. Le but de l'accord est de favoriser l'utilisation efficace des ressources et leur mobilisation aussi rapide que possible. L'accord favorise une coopération plus étroite entre les composantes du mouvement et prévient les différences susceptibles de naître de telles activités. Dans le déploiement des activités internationales, l'accord définit les rôles de chaque intervenant. Il y a le rôle directeur d'une composante, l'institution directrice chargée d'assumer la direction générale et la coordination des activités opérationnelles de chaque situation donnée. L'accord de Séville répartit également les compétences entre le Comité international de la Croix-Rouge, chargé d'assurer le rôle d'institution directrice dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux, des troubles intérieurs et de leur suite. La Fédération internationale, elle, est chargée d'assurer le rôle d'institution directrice dans les situations de catastrophes naturelles ou technologiques en temps de paix et lorsque la Société nationale de la Croix-Rouge n'a pas les moyens d'y répondre efficacement. Troisième acteur, la Société nationale qui peut exercer la fonction d'institution directrice sous réserve de l'accord avec le CICR ou la Fédération internationale. Enfin, l'article 6 précise
les responsabilités dans la direction générale et la coordination des opérations internationales de secours. En novembre 2005, à Séoul, le Conseil des délégués a adopté des mesures supplémentaires pour renforcer l'accord de Séville. Ces mesures précisent les modalités de consultation de la société nationale concernée et les éléments d'évaluation de la capacité de gérer l'opération internationale de secours effectuée par le mouvement. De façon plus détaillée, ces mesures supplémentaires précisent à l'article 6 les modalités de résolution des problèmes entre différentes composantes dans la réalisation des activités internationales. En définitive, l'accord de Séville est la principale base juridique adossée au statut du mouvement qui permet d'assurer une meilleure régulation des différentes interventions des composantes du mouvement international de la Croix-Rouge. Je voulais rappeler que la répartition est donc claire. Le Comité international de Croix-Rouge est l'institution directrice pour les conflits internationaux et nationaux. La Fédération internationale de la Croix-Rouge est l'institution directrice pour les catastrophes naturelles ou technologiques. La Société nationale de la Croix-Rouge peut jouer ce rôle en accord avec le Comité international ou la Fédération internationale si elle en a des capacités. Deuxièmement, les principes et règles de secours lors des catastrophes. Ces principes et règles ont été adoptés en 1969 à Istanbul, puis amendés en 1973 à Téhéran, en 1977 à Bucarest, en 1981 à Manille, en 1986 et 1995 à Genève. Donc il y a eu une évolution. Ces principes s'appliquent aux situations résultant des calamités naturelles ou autres. Ces principes consacrent également un droit fondamental à donner et à recevoir une assistance humanitaire, indiquée au point 2 des dispositions générales. Ces principes définissent le rôle de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et prévoient l'établissement dans chaque pays d'un plan national de secours pour faire face aux catastrophes. Les modalités de l'assistance internationale sont définies aux articles 12 à 23 et la mise en œuvre de la responsabilité implique une obligation de transparence dans la gestion des dons. Par conséquent, les articles 24 à 30 précisent la façon dont les institutions impliquées devront rendre compte de la gestion opérationnelle des ressources allouées. Les principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge. Nous partons de la 20e conférence internationale de la Croix-Rouge en 1965 qui a proclamé les principes fondamentaux suivant lesquels repose l'action de la Croix-Rouge, donc l'ensemble du mouvement. Ces principes sont les suivants. D'abord, le principe d'humanité. Le principe d'humanité est né du souci de porter secours aux personnes et sans discrimination qui sont des blessés sur les champs de bataille. C'est ce principe qui fonde toute l'action de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce donc de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes et des femmes qui sont victimes des conflits. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre les peuples. Le deuxième principe, c'est le principe d'impartialité. Ce principe ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de conditions sociales ou d'appartenance politique. Ce principe s'applique seulement au secours et pour les individus qui sont dans les situations de souffrance. Dans la mesure où on veut leur apporter assistance, on doit être impartial. Le principe de neutralité, afin de garder la confiance de toutes les parties, les acteurs du mouvement international de Croix-Rouge doivent s'abstenir de prendre part aux hostilités. Et, en tout temps, ils doivent s'abstenir de s'impliquer dans les controverses d'ordre politique
ratio religieux ou philosophique. Le principe d'indépendance précise que la Croix-Rouge est indépendante, en ce sens qu'elle agit indépendamment de tous les acteurs impliqués dans le combat. Il est vrai que les Croix-Rouges nationales sont auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et souvent ces sociétés nationales sont soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs. Mais les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permet d'agir toujours selon le principe d'indépendance. Le volontariat signifie que la Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et désintéressée. Le principe d'unité signifie qu'il ne peut y avoir qu'une seule société nationale de Croix-Rouge. Quant au principe d'universalité, il signifie que la Croix-Rouge est une institution universelle au sein de laquelle toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider. Ces principes fondamentaux que je viens d'indiquer montrent à suffisance que l'action du mouvement de la Croix-Rouge est encadrée. Le Conseil de gouverneurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, constatant que jusqu'à présent les principes fondamentaux de l'institution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été l'impartialité, l'indépendance, l'universalité, l'égalité des sociétés nationales, etc., a décidé d'ajouter d'autres principes. Ainsi, les sociétés de la Croix-Rouge sont des organismes volontaires, autonomes et accessibles à tous. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge d'un pays reconnu par son gouvernement doivent travailler en accord avec le service médical des forces armées, le service de la santé publique et tous autres organismes appropriés de manière à compléter les services officiels. L'usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge est régi par la Convention de Genève. Une société de la Croix-Rouge ne devrait sous aucun prétexte partager avec quiconque l'emblème de la Croix-Rouge. La base de l'activité des sociétés de la Croix-Rouge doit être la propagande dans le public des principes humanitaires et l'application de ces principes en vue d'éviter et de soulager les souffrances de l'humanité. Étant donné que la guerre est le plus terrible des fléaux de l'humanité, les sociétés de la Croix-Rouge poursuivant les activités susceptibles de créer les conditions nécessaires au maintien de la paix. Si en dépit de toutes les tentatives, une guerre venait à éclater, chaque société de la Croix-Rouge devrait concentrer tous ses efforts pour atténuer la misère causée par la guerre, pour améliorer le sort des malades, des blessés et des prisonniers de guerre, pour protéger des horreurs de la guerre la population civile, en particulier les femmes et les enfants, et les aider moralement et matériellement. Cette tâche devrait être accomplie soit indépendamment, soit en coopération avec les services de l'armée et avec les services de défense civile du gouvernement. Étant donné l'immense misère humaine causée par les inondations, les tremblements de terre et autres catastrophes dues à des causes naturelles, chaque société de la Croix-Rouge doit faire tout ce qui est à son pouvoir pour diminuer les souffrances qui résultent de ces catastrophes. Soit dans son action, soit dans la coopération avec le CICR ou la FCR. Chaque société devrait, soit indépendamment, soit en coopération avec le gouvernement approprié, ou n'importe quel autre organe travaillant dans le domaine de la santé publique et du service social, prendre des mesures pour organiser différentes institutions, hôpitaux, dispensaires, cliniques, afin de donner des secours médicaux à la population du pays et de vulgariser les connaissances d'hygiène personnelle et publique dans toutes les classes de la population. Pour réaliser ces objectifs, il est indispensable que chaque société de la Croix-Rouge soit organisée suivant des principes vraiment démocratiques
et qu'elle fasse en sorte que tous les citoyens puissent en devenir membres. Les ressources financières de chaque société nationale devront provenir principalement des cotisations de ses membres, comme des dons faits par les individus, des organismes ou des institutions. Si l'État accorde à une société de la Croix-Rouge des fonds destinés à l'accomplissement des missions fondamentales de la société intéressée, mais cette société ne peut les accepter qu'à la condition de garder son indépendance, tant en ce qui concerne l'emploi de ces fonds qu'en ce qui concerne l'indépendance de la Croix-Rouge en général. L'enfant étant l'adulte de demain, chaque société de la Croix-Rouge doit s'inspirer particulièrement de la nécessité d'initier la jeunesse à la connaissance des idéaux de la Croix-Rouge, ainsi qu'à l'esprit et à la signification mondialement reconnue des symboles du croissant rouge et de la Croix-Rouge. Une société nationale de la Croix-Rouge qui désire collaborer avec d'autres organismes privés doit, quelles que soient les circonstances, conserver sa complète liberté et sauvegarder le caractère indépendant et impartial de la Croix-Rouge. Une Croix-Rouge nationale a le droit de collaborer avec, aussi bien avec son gouvernement qu'avec d'autres organismes, à condition, bien entendu, que leurs activités soient en concordance avec les principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge. Il est donc souhaitable que toute société nationale de la Croix-Rouge adhère à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à condition d'appliquer les principes d'admission requis pour en devenir membre. Quatrième point, les principes relatifs aux relations entre le mouvement international de la Croix-Rouge et les acteurs externes. Nous examinons ici deux catégories de principes. D'une part, les lignes directrices relatives au statut des sociétés nationales adoptées au mois de mai 2000 par le Conseil de direction de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Et d'autre part, le code de conduite du mouvement international de la Croix-Rouge et les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe. En ce qui concerne les lignes directrices, elles prescrivent les règles relatives au statut et à l'organisation des sociétés nationales de la Croix-Rouge, en posant des exigences minimales à satisfaire pour être reconnus comme membres de la fédération. Ces lignes directrices sont complétées par plusieurs annexes, notamment sur les rapports entre la société nationale et les pouvoirs et avec les militaires. Le code de conduite de la Croix-Rouge a été adopté à Genève en 1995 lors de la 26e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant. Ce code a pour objet de préserver les principes de comportement. Il n'aborde pas les questions opérationnelles de façon détaillée, telles que la façon de calculer les rations alimentaires ou d'installer un camp de réfugiés. Ce n'est pas son objet. Il vise, en revanche, à sauvegarder les critères élevés d'indépendance et d'efficacité auxquels aspirent les ONG qui fournissent les secours en cas de catastrophe et le mouvement international de la Croix-Rouge. Il s'agit donc de normes volontaires dont l'application repose sur la détermination de chacune des organisations qui y adhèrent. Donc chaque organisation a donc ce devoir de respecter les normes que définit le code. En cas de conflit armé, le code de conduite sera interprété et appliqué conformément aux droits internationaux humanitaires. Le texte du code est suivi de 3 annexes. Les principes du code. Nous avons d'abord l'impératif humanitaire qui est présenté comme une priorité absolue. Le droit de recevoir et d'offrir une assistance humanitaire est un principe humanitaire fondamental dont doivent bénéficier les citoyens de tout pays. La communauté internationale a donc l'obligation d'apporter une assistance humanitaire partout où le besoin s'en fait sentir. Il en découle que l'accès sans restriction aux populations sinistrées revêt une importance fondamentale pour l'exercice de cette responsabilité. La raison primordiale des interventions humanitaires en cas de catastrophe
est de soulager les souffrances des victimes les moins aptes à en supporter les conséquences. En fournissant une aide humanitaire, les acteurs accomplissent un acte qui n'est ni partisan ni politique et qui ne doit en aucun cas être considéré comme tel. L'aide humanitaire, et c'est le deuxième principe du Code, l'aide humanitaire est apportée sans aucune considération de race, de croyance ou de nationalité du bénéficiaire, et sans discrimination d'aucune sorte. Les priorités en matière d'assistance sont déterminées en fonction des seuls besoins des personnes qui sont dans la crise. La mise en œuvre de ce principe, de cette politique universelle, impartiale et indépendante, requiert la possibilité d'avoir accès aux ressources nécessaires pour apporter les tels secours de façon équitable, ainsi que la possibilité d'accéder à toutes les victimes des catastrophes sans distinction. Troisième principe, l'aide ne saurait être utilisée au service des convictions politiques ou religieuses, quelles qu'elles soient. Parce que les acteurs humanitaires ne peuvent légitimement professer des convictions politiques ou religieuses. Et aucun cas d'assistance humanitaire ne saurait dépendre de l'adhésion des bénéficiaires à certaines opinions politiques ou religieuses. Quatrième principe du Code de conduite, l'action humanitaire ne doit pas servir d'instrument à la politique étrangère des gouvernements. Les acteurs humanitaires sont des institutions qui agissent indépendamment des gouvernements. Par conséquent, les personnels humanitaires ne doivent pas être utilisés pour réunir à l'intention du gouvernement ou d'autres instances des informations délicates de portée politique, militaire ou économique, qui pourraient être utilisées à des fins autres que strictement humanitaires. L'action humanitaire ne servira pas d'instrument à la politique étrangère d'un gouvernement quelconque, qu'il soit donateur ou contributeur de fonds. Cinquième principe, le respect des cultures et des coutumes. Les acteurs humanitaires doivent respecter la culture, les structures et les coutumes des communautés et des pays dans lesquels ils mènent des activités. Sixième principe, recours aux capacités locales. Il est important de recourir aux capacités locales. Pour être efficace, l'action humanitaire doit être coordonnée sur place par les personnes les plus directement engagées dans les opérations de secours. Septième principe, trouver les moyens d'associer les bénéficiaires des programmes à la gestion des secours. Il s'agit de faire que l'assistance humanitaire ne doit jamais être imposée aux bénéficiaires. Pour garantir son efficacité, les bénéficiaires potentiels doivent être associés à la conception, à la gestion et à l'exécution du programme d'assistance. Huitième principe, viser à limiter les vulnérabilités futures autant qu'à satisfaire les besoins essentiels. Il faut mettre en œuvre des programmes de secours qui limitent la vulnérabilité des bénéficiaires à l'égard des catastrophes futures et qui les aident à subvenir à leurs besoins. En outre, il faut tout faire pour réduire au minimum les effets négatifs de l'assistance humanitaire, en cherchant à prévenir la dépendance durable des bénéficiaires à l'égard de l'aide extérieure. Neuvième principe, être responsable à l'égard des bénéficiaires potentiels et des donateurs. Les rapports avec les donateurs et les bénéficiaires sont marqués par une attitude de franchise et de transparence, en reconnaissant pleinement la nécessité de rendre compte des activités tant sur le plan financier que sur celui de l'efficacité. Il existe donc une obligation de contrôler strictement les distributions des secours et d'en évaluer régulièrement les effets pour pouvoir rendre compte ouvertement de l'impact des activités et des facteurs qui limitent ou qui favorisent cet impact sur la base des critères très sévères de professionnalisme et de savoir-faire afin de réduire au minimum le gaspillage des ressources précieuses. Dixième principe, présenter les victimes des catastrophes comme des êtres humains dignes de respect et non comme des objets de commisération. C'est pourquoi il convient d'éviter toute compétition avec d'autres organisations de secours pour gagner l'attention des médias ou au cas où cette publicité risquerait de porter atteinte aux services fournis aux bénéficiaires
et à la sécurité du personnel ou à celle des bénéficiaires. Au vu de tous ces principes, quelles sont les stratégies et les plans d'action du mouvement international à la Croix-Rouge? Les missions et les activités essentielles des composantes étant définies par leurs statuts respectifs, l'objet de la stratégie du mouvement adoptée en 2005 est simplement de préciser comment les composants du mouvement peuvent œuvrer ensemble avec davantage d'efficacité en faveur des victimes des conflits et des catastrophes naturelles ou technologiques. La stratégie comprend 3 objectifs. 1. Renforcer les composants du mouvement. 2. Améliorer l'efficacité et l'efficience du mouvement par le biais d'une coopération et d'une cohérence accrue. 3°, améliorer l'image du mouvement ainsi que ses relations avec les gouvernements et les partenaires extérieurs. Voilà les 3 éléments essentiels à retenir sur la stratégie du mouvement de la Croix-Rouge. Nous allons donc passer à la deuxième partie de ce qui porte sur le code de conduite de l'ONU. Ce code de conduite est fondé sur des principes fondamentaux. Il y a les normes d'efficacité, de compétence et d'intégrité les plus élevées, politique de tolérance zéro vis-à-vis de l'exploitation et des services sexuels, la responsabilisation des dirigeants parce que ceux-ci doivent veiller à l'application des normes de conduite. À côté de ces principes, il y a des valeurs fondamentales. Il y a 3 valeurs fondamentales. L'intégrité, le professionnalisme, puis le respect de la diversité. Le code de conduite des casques bleus est un instrument important. Il amène donc les casques bleus à se conduire de manière professionnelle et disciplinée, à se consacrer à la réalisation des objectifs des Nations Unies, à comprendre le mandat, à respecter l'environnement du pays d'accueil, à agir avec impartialité et intégrité, à soutenir et aider les personnes infirmes, malades, etc. Et ce code de conduite doit s'imposer dans plusieurs situations où les casques bleus doivent obéir à leurs supérieurs, ils doivent respecter la chaîne de commandement, favoriser, encourager une conduite convenable, ils doivent dénoncer tout acte d'exploitation et d'abus sexuels, porter une tenue appropriée, rendre compte correctement de l'argent et des biens qui sont mis à leur disposition. Les principes du code de conduite des casques bleus les amènent à ne jamais jeter le discrédit sur les Nations Unies, à agir de manière susceptible à ne pas agir plutôt de manière susceptible de mettre la mission en péril, à ne pas consommer excessivement l'alcool, les drogues, à ne pas se livrer au trafic de stupéfiants, à ne pas divulguer et utiliser de manière inappropriée les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions. Bref, tous ces éléments, vous pouvez lire le code et avoir un aperçu général de tous ces éléments. Quant à l'inconduite, la définition de l'inconduite est essentielle, notamment les volontaires des Nations Unies, les consultants, les fournisseurs et les sous-traitants font partie des catégories des civils. Donc, la définition de l'inconduite pour les civils concerne tout ce public-là. Cette inconduite est sanctionnée sévèrement pour les personnes qui ne respectent pas leurs obligations en vertu de la charte, du statut et règlement du personnel et des communications administratives pertinentes. Nous abordons ces questions dans le cours de droit et gestion et puis dans le cours sur éthique et sécurité des OMP. Des personnes qui n'observent pas les normes de conduite attendues d'un fonctionnaire international sont également sanctionnées. Il y a aussi la définition d'inconduite pour les personnels en uniforme, puis il y a la définition de l'inconduite pour les personnels en uniforme qui concernent la police et les observateurs militaires. Donc d'un côté on a les personnels en uniforme qui concernent les militaires, les contingents, et on a le personnel en uniforme qui concerne la police de l'ONU et les observateurs de l'ONU. Il y a 2 catégories d'inconduite. Il y a l'inconduite de première catégorie qui concerne donc la faute grave. Cette faute grave comprend plusieurs actes. On parle de l'exploitation et des abus sexuels, la fraude grave ou complexe,
les conflits d'intérêts, le gaspillage des ressources, les violations substantielles de la réglementation. Donc tous ces actes peuvent caractériser la faute grave. Donc c'est l'inconduite de première catégorie. L'inconduite de deuxième catégorie concerne donc les fautes mineures. Il s'agit par exemple du vol simple, il peut s'agir des litiges contractuels, comme il peut s'agir d'une simple fraude au droit. Donc, là, nous avons une conduite mineure. Les dirigeants doivent lutter contre l'inconduite. C'est leur devoir. Ils doivent mettre en œuvre des politiques de prévention, de répression et des mesures correctives. Ils doivent assurer une formation à la prévention de l'inconduite. Ils doivent évaluer régulièrement les risques d'inconduite et agir contre les violations potentielles ou effectives. Ils doivent dénoncer tout acte d'inconduite à l'équipe déontologie et discipline. Définition de l'exploitation et des abus sexuels. L'exploitation sexuelle va se définir comme les abus, tentatives d'abus, la vulnérabilité d'une personne, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, notamment profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'abus et exploitation. L'abus sexuel va se définir comme une intrusion physique ou une menace d'intrusion physique de nature sexuelle par la force ou dans des conditions inégales ou concertées. L'exploitation et les abus sexuels constituent donc des fautes graves pour tous les personnels du maintien de la paix de l'ONU. Et la circulaire SGB 2005-21 précise finalement cette politique de tolérance zéro au sein des Nations Unies. Elle stipule que tout individu qui coopère de bonne foi à un audit ou une enquête a le droit d'être protégé des représailles. Il y a des normes uniformes en matière d'exploitation et d'abus sexuels. L'activité sexuelle avec les enfants, c'est-à-dire des personnes âgées de moins de 18 ans, est interdite. L'utilisation d'enfants ou d'adultes pour offrir des services sexuels est également interdite, ainsi que les rapports sexuels avec les bénéficiaires de l'aide est vivement découragé. En ce qui concerne les allégations de mauvaise foi et les représailles, il convient de remarquer que les allégations de mauvaise foi et les représailles tombent également sous le coup de l'inconduite. Parce que les dirigeants qui sont censés défendre les normes de conduite et prévenir, surveiller et intervenir lors de tout acte d'inconduite doivent normalement sanctionner les actes, les allégations de mauvaise foi et les représailles. Les mesures de prévention sont d'abord, il faut donner l'exemple soi-même. Ensuite, il faut fournir des installations sociales et de loisirs pour les enfants, assurer la rotation régulière des troupes ou des personnels dans les zones régulées, puis initier et former les personnels, militaires ou civils, sur les actes d'inconduite. Les mesures de répression, il s'agit de mettre l'accent sur le devoir de dénoncer, établir la politique de non-fraternisation du couvre-feu des zones interdites de patrouille, coordonner les enquêtes, puis établir les mécanismes internes de plainte pour pouvoir sanctionner éventuellement les personnes. Les conséquences de l'inconduite, il y a des mesures disciplinaires, il y a le rapatriement éventuel ou la révocation, le renvoi sans préavis, les poursuites criminelles et au-delà de tout ça, il peut y avoir aussi une responsabilité financière. Les conséquences pour l'opération de maintien de la paix sont nombreuses. On a d'abord l'image de l'ONU qui est ternie et sa crédibilité. Il y a des menaces sur la sécurité. Ces types d'activités peuvent porter atteinte aux droits de la personne et des victimes et surtout sont contraires aux principes de l'ONU. Dans la troisième partie de ce séminaire, nous aborderons la charte humanitaire sphère et les normes du principe humanitaire régissant les opérations de secours. Je rappelle qu'il y a un séminaire spécialisé sur la charte humanitaire sphère où les détails seront donnés. Ici, je ne fais que donner quelques éléments essentiels pour comprendre. D'abord, que la charte humanitaire est l'épine dorsale du projet sphère. Cette charte s'articule autour de trois droits étayés par des instruments juridiques d'une part et des principes éthiques d'autre part. C'est le droit de vivre dans la dignité, le droit à la protection et à la sécurité, et troisièmement, le droit à une assistance humanitaire. Cette charte guide les parties prenantes concernant les rôles et les responsabilités leur incombent dans le cadre de l'action humanitaire. Puis, on peut dire aussi qu'elle est la base juridique et éthique de l'engagement des agences humanitaires
qui adhèrent au projet Sphère et se traduit donc par 4 engagements pour toutes ces organisations. Le premier, c'est l'assistance humanitaire, qui doit être centrée sur la personne. Le deuxième, c'est qu'il faut réduire au minimum les effets indésirables, avec le principe de nos armes. Troisièmement, il faut respecter le code de conduite et il faut être responsable de son intervention. Donc, pour résumer, il y a 3 droits fondamentaux au cœur de la charte humanitaire Sphère: le droit de vivre dans la dignité, le droit à la protection et à la sécurité, le droit de recevoir une assistance humanitaire. Puis, ces 3 droits vont donc se traduire, et nous donnerons les détails dans le séminaire spécialisé sur la charte humanitaire Sphère. Quelle est la base légale de tout ça? Nous avons d'un côté le droit humanitaire, nous avons le droit international humanitaire, nous avons le droit international des droits de l'homme, le droit international des réfugiés, etc. Quant au principe qui sous-tend la charte humanitaire Sphère, nous avons donc ces principes que nous avons déjà évoqués. Déjà, premièrement, le principe d'humanité, qui est le cœur même de l'impératif humanitaire, la neutralité, parce qu'il ne faut pas être partisan, etc. Nous avons le principe d'indépendance, nous avons le principe de non-discrimination, puis l'impartialité de tout acteur humanitaire. Quels sont les rôles et les responsabilités des différents acteurs autour de ces 3 droits? Il y a d'abord l'État et les institutions locales qui ont un rôle. Il y a la population touchée par la crise humanitaire. Puis il y a les agences humanitaires locales, nationales et internationales qui vont donc interagir. Quels sont les engagements? Ce sont les engagements que je venais d'évoquer. D'abord, le premier engagement, l'action humanitaire est centrée sur les personnes, c'est-à-dire sur les victimes. Deuxièmement, il faut réduire au minimum les effets indésirables à travers le principe de nos armes. Il faut agir conformément au code de conduite. Et troisièmement, il faut être responsable, c'est-à-dire s'engager à faire systématiquement de son mieux pour atteindre les standards et être prêt à rendre des comptes à ce sujet. Ces 4 principes de protection sont donc articulés avec la charte humanitaire Sphère. Un point important que je voudrais évoquer ici, c'est le People and Aid. Le People and Aid est un réseau mondial regroupant des ONG qui a élaboré un code de bonne pratique. Ce code de bonne pratique est indispensable pour de nombreuses organisations humanitaires. Ce code part du principe que tout le personnel d'une agence est essentiel pour réaliser la mission et les objectifs de celle-ci. Par conséquent, les membres de People in Aid peuvent faire l'objet d'un audit et d'une certification en recourant au principe du code. 7 principes soulignent l'importance des points suivants. Il y a d'abord 1. La stratégie relative aux ressources humaines, les politiques générales et pratiques en matière de personnel, la gestion des personnes, le recrutement et la sélection, l'apprentissage, la formation et le développement, et enfin la santé, la sûreté et la sécurité. Le code People in Aid porte principalement sur le personnel, à savoir les collaborateurs qui travaillent sur le terrain et les bénévoles dans toutes sortes d'agences et de projets, et sur la redevabilité de ces agences envers leur personnel. Donc, le code est un outil important dans la gestion et le leadership des organisations humanitaires. Le code insiste enfin sur l'importance d'écouter les collaborateurs, de contrôler les résultats de son personnel. Pour ce faire, le code propose des outils aux agences humanitaires. On peut également citer ce qu'on appelle l'ANAP. l'ANAP, c'est le réseau d'apprentissage actif pour la redevabilité et la performance dans l'action humanitaire. Créé en 1997, à la suite d'une évaluation multi-organisation du génocide au Rwanda. Le réseau ANAP regroupe plus d'une soixantaine d'institutions et d'organisations humanitaires et le but de ce réseau ANAP, c'est de collecter des données parce que cette structure unique s'appliquant à l'intégralité du système fournit une plateforme ouverte à tous. Il y a un processus commun d'apprentissage sur les innovations et comment aboutir à un changement positif dans l'action humanitaire. Il faut simplement
rappeler que le réseau à Naples est un réseau qui publie la revue L'Action humanitaire, dans laquelle vous trouverez plusieurs articles et des détails sur le réseau à Naples. Troisième outil, Compass Qualité. Compass Qualité donc, est un outil important. C'est une méthode d'assurance qualité élaborée par le groupe URD, qui est un groupe spécialisé dans l'évaluation humanitaire. Le Compass Qualité est donc un référentiel qui a 12 critères de qualité destinés à la gestion de l'évaluation du projet humanitaire. Notamment, nous y trouvons quelques éléments qu'on peut retenir. Tout projet humanitaire doit répondre à un besoin démontré. Il faut donc ce qu'on appelle une évaluation préliminaire de l'action humanitaire. Pour justifier l'action, il faut expliquer pourquoi vous voulez mener l'action, quel objectif vous voulez atteindre, etc. Le projet doit atteindre ses objectifs. Il faut donc que les objectifs soient clairement indiqués avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Le projet doit réduire les risques et les impacts négatifs. Une articulation avec l'approche d'Honorable. Le projet vise à obtenir des effets positifs aussi bien à long qu'à court terme. À cela s'ajoutent donc 8 critères relatifs aux structures et au processus du projet, ainsi que de la. Ces critères s'appliquent aux domaines suivants: les missions et les principes de l'agence, le respect de la population locale, la flexibilité, l'intégration, les ressources, la capacité de gestion, l'efficacité et l'apprentissage. Il y a également le réseau INE. Nous aurons un séminaire spécialisé sur le réseau INE qui porte sur l'éducation. L'éducation en temps de conflit. Il s'agit essentiellement de 4 aspects qu'il faut voir là-dedans. Il y a l'accès et l'environnement de l'apprentissage dans les contextes de conflit. Il y a l'enseignement et l'apprentissage. Il y a les enseignants et les autres personnels d'éducation. Puis la politique d'éducation et sa coordination dans le contexte de conflit. Il y a un séminaire dédié à INE. Il y a le partenariat international pour la relevabilité humanitaire. Il y a ce qu'on appelle la norme HAP. HAP est un organisme d'auto-réglementation qui regroupe les agences membres. Le but là, c'est de définir les normes sur la qualité de l'aide humanitaire, notamment quelle est la qualité de la relevabilité des programmes proposés au survivants des catastrophes ou qui s'appliquent sur un certain nombre de situations liées aux catastrophes technologiques par exemple. La relevabilité vis-à-vis des bénéficiaires permet de garantir donc que les programmes répondent aux besoins de ceux-ci, à la fois au niveau du concept de leur mise en œuvre, mais surtout que les programmes réduisent les possibilités d'erreur, de corruption, les besoins de formuler des plaintes pour les bénéficiaires. Donc c'est un système assez important qui permet donc de gérer toutes les questions de relevabilité et de qualité dans le cadre de l'action humanitaire. La norme HAP peut être téléchargée sur Internet. Ce partenariat HAP est un partenariat important. Mais nous aborderons cela dans le cadre de la gouvernance de l'action humanitaire. Synergie qualité. Synergie qualité est un projet de coordination SU, donc qui est un organisme de coordination des ONG françaises. La norme de qualité Synergie SU se fonde sur quelques points. On peut citer l'éthique humanitaire, la gouvernance associative, la gestion des ressources humaines, le cycle de projet, puis la participation des populations affectées par la crise humanitaire. On peut également citer la norme ECB, l'Emergency Capacity Building Project. C'est là une norme qui est appliquée au niveau mondial par les ONG internationales ainsi que par les partenaires locaux et internationaux dans plusieurs pays. Le projet ECB vise donc à proposer une démarche plus rapide, de meilleure qualité et plus efficace. Cette démarche, naturellement, est fondée sur un certain nombre de priorités. Il y a la capacité du personnel, les mesures de l'impact et de relevabilité, la réduction des risques liés aux catastrophes. On pourrait dire aussi que le projet ECB s'intéresse
à la meilleure façon d'appliquer les normes, codes et principes existants plutôt qu'à élaborer des nouvelles normes. Alors il y a d'autres projets sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui sont importants, que vous pourrez améliorer votre information sur ces projets. Je peux citer le projet ALPS, je peux citer le code de conduite de l'ACFI, je peux citer le code éthique de CGC, vous verrez toutes ces déclinaisons dans le cours, les normes d'interaction PVO, où nous avons la norme ISO, qui est une norme importante sur l'action humanitaire, et nous avons bien d'autres normes parfois qui sont faites par des ONG seules. Mais tout ça, ça mérite un approfondissement avec des lectures personnelles. En conclusion de ce séminaire, au regard de la grande diversité et de la complexité des contextes dans lesquels l'action humanitaire intervient, l'accès aux populations peut parfois être rendu difficile en fonction des contextes et les principes humanitaires peuvent être remis en question par de nombreux facteurs. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à une instrumentalisation de la politique de l'aide. Nous avons un contexte où il y a un brouillage des frontières entre les acteurs militaires et les acteurs humanitaires. Puis nous avons aujourd'hui des pressions sur certains donateurs pour orienter l'action humanitaire vers tel intérêt ou tel besoin géopolitique ou géostratégique. Une aide fondée sur les principes est donc essentielle afin de garantir un espace humanitaire neutre et une action indépendante. Plus qu'un positionnement éthique, les principes humanitaires guident donc l'action et ont des véritables conséquences opérationnelles. C'est pourquoi il est important de comprendre ces principes et d'en avoir conscience dans leur mise en œuvre. Je vous remercie pour votre aimable attention.